Yo! Waouh! J'ai la patate, hein. Vous savez, l'autre jour, j'ai regardé des macaques en train de jouer au Super Bowl et je me suis demandé... Attends voir, j'ai pas oublié de mettre un caleçon moi par hasard? Ok, non, plus sérieusement. Oh punaise, j'ai la dalle. C'est bon, j'arrête les blagues de merde. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je m'excuse déjà de ma petite absence. Bon, pas très longue, hein. Quoique... Bref, je voulais vous faire donc une vidéo d'économie, mais qui traite également d'histoire et de géographie, puisque c'est vrai qu'en terminale, on nous rabâche un terme tout au long de l'année. Mondialisation. Il fait partie de la famille des termes que l'on ne souhaite plus entendre tout au long de notre vie, comme celui de développement durable. Mais je me suis dit que dans cette vidéo, je pourrais faire un croisement entre la mondialisation dans son aspect historique, mais surtout géographique, et dans son aspect économique. Si l'on s'en tient à son origine historique, le terme de mondialisation est un terme que l'on pourrait dire vieux comme le monde. Alors sa définition, c'est tout simplement un processus d'interaction entre les différents territoires, ce qui permet les échanges de biens, de services et de capitaux, ainsi que de cultures, qui va créer une sorte d'interdépendance entre les différents territoires. Ça paraît abstrait? Si je vous dis Apple, si je vous dis McDo, si je vous dis d'autres très grandes entreprises que vous connaissez, ça vous parle un peu plus? Alors si vous voulez, très schématiquement, la mondialisation, ce sont des acteurs, des flux et des pôles. Tout cela mêlé, hein, bien évidemment. Salut, moi c'est acteur. Et moi c'est flux. Et moi c'est pôle. Comme pôle Nord ou le prénom Paul. Non, arrête, c'est nul. Dans ces acteurs, on va retrouver l'ensemble des entreprises, l'ensemble des firmes que l'on retrouve partout dans le monde et qui vont nécessairement embaucher des travailleurs, c'est-à-dire nous. Mais en plus d'être travailleurs, nous sommes également des consommateurs, nous consommons des biens et des services qui proviennent de ces entreprises. Sauf que comme on vient de le dire, ces produits proviennent du monde entier, donc ils doivent forcément transiter par différents moyens de transport pour notamment arriver chez nous en France. Ce sont les flux. Alors les flux peuvent être de toutes formes. On peut citer les bateaux, les avions, les trains, les camions, les vaisseaux. A noter qu'il existe également des flux qui sont immatériels, notamment les flux informatiques, internet, tout ce qui est connexion. On ne peut pas les toucher, clairement, mais ils existent. Et enfin, on a des pôles. Je vais arrêter la blague, d'accord? Donc comme je disais, on a des pôles, notamment pour la production d'un bien, et on va donc pouvoir distinguer les pays ou les régions qui vont concevoir les produits, les pays qui vont les fabriquer, et les pays qui vont les recevoir. Et ces pays et ces régions ne sont pas tous les mêmes, notamment lorsqu'un produit est conçu, notamment on prend le produit Apple, il va être dans la Silicon Valley, il va être produit dans les pays d'Asie, du Sud et de l'Est, les grandes usines en Chine par exemple, et ils vont être exportés partout dans le monde, notamment dans les grands Apple Store. C'est un processus qui s'est établi depuis quelques décennies et qui persiste encore aujourd'hui. C'est cette ouverture des frontières progressives au XXe siècle qui a permis l'établissement d'un même schéma. Alors bien évidemment on pourrait s'arrêter là, mais il serait beaucoup plus intéressant d'étudier les effets, notamment sur tous les plans économiques, politiques, socio-culturels. Bah alors c'est parti! Si l'on s'intéresse notamment au domaine culturel, cette mondialisation, qui s'est notamment accélérée dans les années 80-90, a permis une mondialisation des cultures, entre guillemets, ou alors une homogénéisation culturelle. J'explique. Il y a un fait que l'on ne peut pas nier, c'est l'exportation du modèle américain partout dans le monde. Alors ça peut être sous toutes les formes que ce soit, les centres commerciaux, la société de consommation, nos modes de vie, comment par exemple on s'habille, comment on mange, les différents termes que l'on emploie. Politiquement, la grande tendance, si on veut, c'est le regroupement de pays dans des organisations régionales ou alors supranationales. La plus connue, c'est l'Union Européenne qui en 92 va succéder à la Communauté économique européenne. Alors il y a quand même des différences, notamment en termes d'institutions, de juridiction, de défense des droits de l'homme. Mais il y a une grande différence qui caractérise l'Union Européenne. Ça par exemple, c'est la monnaie unique, c'est l'euro qui a été instauré en 2002
dans la plupart des pays de l'Union Européenne, instaurant donc une zone euro. L'ensemble des pays de l'Union Européenne n'ont pas l'euro. Faut se méfier, il y a un peu moins de 20 pays qui détiennent l'euro alors qu'il y a 28 pays qui adhèrent à l'Union Européenne. Alors dans le monde, on a différentes associations, on a l'Union Africaine, on a une association des États d'Amérique du Nord, on a l'ASEAN pour les pays d'Asie du Sud-Est. L'idée, c'est de pouvoir s'imposer sur la scène internationale avec une organisation qui a notamment une plus grande importance, un plus grand poids notamment dans les décisions. En matière économique, les conséquences sont un peu plus précises. Ce sont l'émergence de pôles économiques mondiaux, ce sont majoritairement les pays les plus producteurs, les plus exportateurs, les plus dynamiques économiquement, avec un marché du travail dynamique, notamment avec beaucoup de jeunes, beaucoup de secteurs d'activité et qui attirent parfois la main-d'œuvre venant du monde entier. Traditionnellement, on appelle ça la triade avec l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie de l'Est. Mais on parle plus de triade élargie parce que c'est vraiment l'Asie Pacifique. Et en plus, il y a l'Australie en bas, faut pas l'oublier. Deuxième conséquence, c'est l'augmentation des échanges. Et elle a été permise notamment par l'ouverture des frontières de certains pays qui étaient notamment fermés les décennies précédentes. C'est donc l'émergence d'une nouvelle demande adressée aux entreprises qui a permis d'accroître les échanges notamment maritimes, de biens et de services, mais également des flux d'informations, etc. Ils ont explosé ces 20-30 dernières années. Alors ensuite, qui dit mondialisation, dit concurrence. Waouh! C'est un super raccourci là. La concurrence existait déjà avant, mais elle est encore plus rude aujourd'hui par l'apparition de nouveaux acteurs permis par l'ouverture des frontières. Mais qui dit concurrence dit également compétitivité, c'est-à-dire ces entreprises qui produisent beaucoup et à un moindre coût. Je sens que vous voulez venir le truc. Cela entraîne de forts mouvements de délocalisation, c'est-à-dire que les entreprises vont exporter leur activité dans un autre endroit où le coût du travail, notamment le coût salarial, les salaires et les protections des salariés est le moins élevé. Dernière conséquence économique, c'est la montée des grandes firmes. C'est quoi grande firme? Alors, les grandes firmes, ce sont de très grosses entreprises qui vont notamment investir à l'étranger, ce qu'on appelle des investissements directs à l'étranger et qui disposent d'activités dans le reste du monde par ce qu'on appelle des filiales qui sont reliées à une société mère, donc le siège social de l'entreprise. Et notamment par cette ouverture des frontières, on a vu de nombreuses entreprises s'exporter ou développer des activités dans certains pays. Il y a également des conséquences sociales qui se rapprochent un peu des conséquences culturelles, notamment l'homogénéisation des modes de vie et de consommation des individus par le fameux American Way of Life. Notamment, tout le monde a des Apple, tout le monde a des produits américains. Ce sont souvent des produits américains que l'on retrouve pratiquement partout dans le monde. Alors en guise d'ouverture, on peut se poser la question de savoir si la mondialisation est bénéfique pour tout le monde. C'est tout pour cette fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu n'hésites pas à mettre un pouce en l'air, n'hésite pas à commenter, partage dans ton réseau d'amis pour qu'ils puissent s'accommoder avec les notions de mondialisation qui est peut-être très utile au bac. Sur ce, ciao!